Le coup de tocsin. Bonjour François Coq. Bonjour Valentin, bonjour à tous. François Coq, analyste politique, ex-directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, enseignant en zone d'éducation prioritaire, auteur notamment de Alerte à la souveraineté européenne, l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes et la chimère de Macron contre la souveraineté populaire. François Coq, vous souhaitiez revenir ce matin sur deux enquêtes publiées la semaine dernière au sujet de la perception de la politique par les Français, notamment celle du baromètre du Cevipof, qui indique que seuls 26% des Français ont confiance en la politique et seulement 23% au gouvernement. Bah oui, j'aurais pu vous parler du congrès du PS dont on sait qu'il va se tenir désormais d'ici le mois de juin, On est puisque ça a presque été déçus. annoncé par Olivier Faure hier. J'aurais pu vous parler du duel qu'on est en train de nous vendre, de nous survendre entre Monsieur Wauquiez et Monsieur Retailleau, un truc genre Louis XI contre Charles le Téméraire. J'aurais pu vous parler du RN qui a annoncé officiellement qu'il ne votera pas la motion de censure qui a été déposée par le PS suite aux propos de Monsieur Bayrou sur l'immigration, mais tout ça on le savait, et donc tout ça finalement est tellement futile que je pense que ça vaut le coup de prendre plutôt de la hauteur et que de commenter l'actualité au jour le jour de notre piètre vie politique. Et prendre de la hauteur, ben il y a deux enquêtes qui sont sorties la semaine dernière et qui nous y aident. Alors ces enquêtes internationales, pour la première, c'est la Transparency International, c'est comme toujours, il faut se méfier de ces enquêtes, hein. On leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Vous savez, par exemple, on parle de l'abaissement du niveau de la France avec les études PISA, mais qui sont faites pour dévaloriser la France dans le système international. Mais là, en tout cas, l'enquête de Transparency International, elle nous dit que la France, selon l'indice de perception de la corruption, chute au 25e rang. Alors, depuis 1995, cette organisation non gouvernementale établit tous les ans un classement international de perception de la corruption avec des notes de 0 à 100, ce qui donne un regard en termes de dynamique aussi entre les différents pays. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la France recule de 5 rangs cette année entre le classement 2024 et le classement 2025, qu'elle ne compte plus que 67 points et qu'elle est au 25e rang international seulement. Nous qui nous targuons de donner des leçons sur la corruption à tout le monde. Et plus encore que le classement de la France, c'est les déclarations qui sont faites par Transparency International sur l'état de la vie politique dans notre pays et qui la conduisent à classer la France à ce piètre rang. Et je vais vous en livrer quelques-unes parce que ça donne quand même un panorama qui rejoint, je crois, un certain nombre d'analyses que l'on peut porter collectivement, mais qui restent finalement à la porte de la vie politique et que nos dirigeants ne veulent pas voir en face. Ainsi, Transparency International nous dit que, par exemple, la France connaît une alerte démocratique inédite aujourd'hui. Et pour justifier cette alerte démocratique inédite, elle nous parle de ce qui s'est passé depuis quelques mois. Et on a donc dans le rapport le traitement des failles structurelles dans la lutte contre la corruption, aggravée par des scandales récents et une perte de confiance dans les institutions démocratiques. On nous dit également qu'il y a aujourd'hui une alerte démocratique inédite avec un sentiment de défiance à l'égard du personnel politique amplifié durant toute l'année 2024. Autrement dit, on n'est pas juste sur quelque chose qui est un petit peu en lévitation, mais quelque chose qui s'appuie à la fois sur le rendu des différentes affaires politico-judiciaires qui ont été traitées, mais également sur la vie politique et électorale telle qu'elle est perçue, non pas simplement en France, mais aussi à l'international. Je crois que ce regard extérieur devrait aujourd'hui nous interroger. Oui, absolument. Et on peut dire que l'actualité politique va dans le sens de cette enquête, hein. Ben oui, parce que cette enquête est sortie le 11 février, la semaine dernière, et si je regarde juste ce qui s'est passé dans notre vie politique la semaine dernière, eh ben on va faire une rapide énumération. À quoi avons-nous eu droit? On a eu droit à M. Bayrou, par exemple, qui a menti, clairement, devant la représentation nationale. Je ne suis pas là en train d'évoquer le fond de l'affaire de Betaram, mais par contre, les faits qui sont désormais établis, c'est que devant la représentation nationale, devant la représentation du peuple souverain, le Premier ministre a été pris en flagrant délit de mensonge. D'ailleurs, on peut s'interroger sur le rôle et la vision qu'a M. Bayrou de sa fonction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on sait désormais qu'il avait commandé, lorsqu'il était ministre en 1996, tout ça ne nous rajeunit pas, il avait commandé un rapport à l'inspection générale de l'éducation nationale sur l'affaire de Betaram,
Or, il nous dit que non seulement il ne connaît pas l'affaire, mais il n'avait pris aucune mesure à cette époque, alors que le rapport lui avait été rendu. Donc ça veut dire que soit M. Bayrou ment, et ça rajoute au mensonge que je viens d'évoquer il y a un instant, soit il y a une forme de je m'en foutisme de son côté. Vous savez, il veut être là parce qu'il faut être là, à ce poste de Premier ministre, mais il ne veut pas traiter les problèmes. C'est un peu comme il nous a dit il y a quelques jours qu'il n'avait pas vu la mesure dans le budget que son gouvernement a présenté qui a baissé le seuil d'imposition sur la TVA pour les auto-entrepreneurs. Tout ça, il y avait 700 millions d'euros qui étaient en jeu. Il a dit ah non, non, je n'avais pas vu, bien sûr, je n'aurais jamais laissé passer une telle mesure. Je crois que ce n'est pas simplement de l'amateurisme, c'est une forme de je m'en foutisme de la part de M. Bayrou. Il y a donc M. Bayrou la semaine dernière. On a eu droit à M. Kohler, vous avez bien vu, qui a refusé, lui, de se présenter devant la commission d'enquête parlementaire sur le dérapage du déficit en prétextant la séparation des pouvoirs, comme si lorsque M. Attal était Premier ministre, M. Bayrou ne s'intéressait pas aux affaires et à la gestion de l'État. Mais on a eu aussi un ancien Premier ministre, M. Castex, qui a été placé en garde à vue pour détournement de fonds publics, même si, il faut le préciser, il n'est pas question dans le cas de M. Castex d'enrichissement personnel, et c'était dans le cadre du sauvetage d'une entreprise. Par contre, il y en a un pour lequel on ne peut pas dire cela, c'est M. Ferrand, qui a été nommé par le président de la République, ou en tout cas qui veut le faire nommer. On verra s'il passe Le vote aura lieu le mercredi. barrage de l'Assemblée nationale, M. Castex, qui a été nommé président du Conseil constitutionnel, quand bien même il avait été mis en examen pour l'affaire des mutuelles de Bretagne, vous vous en souvenez, mais qu'il n'a pas été exempté de cette affaire sur le fond, mais uniquement sur la forme par la Cour de cassation, qui a jugé que le délai révolu que le délai était révolu pour traiter l'affaire. Mais enfin, tout ça, ce n'est pas rien. Monsieur Ferrand, c'est quand même celui qui devrait se prononcer si, je ne sais pourquoi, le président de la République était amené à démissionner dans les semaines ou mois qui viennent, pour décider s'il pourrait y avoir une dissolution avant le délai des 1 an, qui pourrait devoir décider si le président de la République pourrait se représenter une troisième fois s'il démissionnait en cours de mandat, et qui, quoi qu'il arrive, va devoir gérer les élections présidentielles de 2027 et 2032. Donc, on voit que ce n'est pas une petite affaire. Et je rajoute, si vous permettez, même à la liste, parce que la connivence entre ce monde politique et le monde médiatique est telle que je crois que cela fait partie du même panier, BHL, dont on apprenait la semaine dernière qu'il avait touché 750 000 euros pour des documentaires que personne n'a vus et qui ont été financés par Arte, quand bien même BHL siégeait au même moment au conseil de surveillance de la chaîne. Voilà, je crois que les exemples sont légion en matière de corruption et d'affaires politico-judiciaires, et qu'il y a eu une rencontre entre l'un et l'autre, cette enquête et ce qu'on avait sous les yeux. Oui, c'est clair, et ça pose question sur le discrédit que ça entraîne sur la vie politique française en général. Et oui, parce qu'il y avait une deuxième enquête qui est sortie la semaine dernière. Celle-là, c'est la grande enquête, vous savez, Cevipof, qui sort, Cevipof Opinionway, qui sort tous les ans et qui nous donne un regard assez ample sur l'état de la vie politique. Elle est intéressante, cette enquête, parce qu'elle est basée sur un très très large panel en France, mais elle est aussi menée à l'étranger, et ça nous permet donc des comparaisons internationales. Alors, je vais juste vous donner quelques éléments et essayer d'en tirer quelques enseignements. Premiers éléments, la méfiance. La méfiance en France a augmenté, elle est passée à 45%, la méfiance vis-à-vis de la politique. C'est un score là aussi inédit. Il y a eu plus 16% en 2 ans, c'est-à-dire plus 16% depuis la présidentielle. Le sentiment que ressentent les citoyens, c'est de la lassitude à 40% vis-à-vis de la vie politique. Là aussi, c'est inédit, et on retrouve les niveaux de 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la présidentielle de 2022 a été une présidentielle pour rien. Ça veut dire que c'est une présidentielle qui n'a rien purgé dans les besoins et le ressenti de la société. La présidentielle de 2017 était un moment dégagiste où les gens voulaient faire disparaître l'ancien en politique. Ils l'ont fait pour partie, quand bien même ils ont mis M. Macron en place. On peut discuter de l'échec et du fait que c'était sans doute pas la bonne carte à abattre pour faire ça. Mais enfin, c'était le sentiment. Il y avait eu, pour le coup, une forme de dégagisme partiel. Dans la situation post-Covid, ben, la présidentielle de 2022, elle, on peut dire 2 ans après qu'elle n'a servi à rien quand on voit ces chiffres. De la même manière, cette enquête nous dit que 74%, entendez bien, 74% des Français n'ont pas confiance dans la vie
politique. Ça a augmenté de 4% en un an. Et ceux qui sont les pires là-dedans, c'est le gouvernement. Seuls 23% des Français ont confiance en lui, 24% ont confiance en l'Assemblée nationale, 26% dans l'institution présidentielle. Et je rajoute, parce que ça vaut le coup quand même, 29% à peine pour le Parlement européen et 32% pour l'Union européenne. C'est eux qui sont en queue de peloton. Mais ce qu'il faut voir à côté de ces chiffres que je suis en train de vous donner, c'est que des pays qui connaissent une crise démocratique extrêmement profonde et similaire à la nôtre, une crise de la démocratie minoritaire. C'est le cas en Allemagne, qui votera dimanche à la fin de la semaine. C'est le cas aux Pays-Bas, qui viennent de passer 6 mois sans gouvernement du fait d'un blocage électoral. Eh bien, dans ces pays, la confiance dans la vie politique est beaucoup moins abîmée. 53% en Allemagne, 57% aux Pays-Bas, et surtout sont dans des dynamiques inverses. C'est-à-dire que le manque de confiance dans la vie politique est en train de baisser alors qu'il est en train d'exploser chez nous. De même, chez nous, le fonctionnement de la démocratie, 71% considèrent qu'il y a un mauvais fonctionnement de la démocratie, ça augmente, alors qu'on est à peine à 48% en Allemagne et 53% aux Pays-Bas, où ça baisse. Donc, on est dans un fonctionnement contracyclique vis-à-vis des autres pays. Ça veut dire qu'on ne fonctionne pas de la même manière. On n'est pas, nous, autres Français issus de la Grande Révolution, pour le consensus mou qui ne veut rien dire. Le fait majoritaire a du sens pour nous autres citoyens parce que nous nous définissons comme un corps politique et en tant que corps politique, nous acceptons la décision à partir du moment où nous sommes souverains et où nous avons pu la prendre collectivement. Un dernier mot sur les chiffres et je m'arrêterai là. La confiance touche d'abord les partis politiques. Ils sont tout en bas de l'échelle. 16% à peine des Français font confiance aux partis politiques. Ils sont très loin en queue de peloton. Ceux qui sont très loin aussi, qui continuent à baisser, comme les partis politiques, ce sont les syndicats, c'est-à-dire les corps intermédiaires. C'est-à-dire que la crise des corps intermédiaires telle qu'elle avait été diagnostiquée en 2017 continue, se poursuit, alors que sinon il y a un réarmement du commun chez les gens. Les gens croient de plus en plus en l'hôpital public, en l'école, en les différentes institutions qui nous permettent de nous souder. Donc il y a là le fait qu'on voit bien que c'est le champ institutionnel qui est bloqué, alors que la société est disponible pour avancer. Et tout ça, finalement, se vérifie et ça boucle la boucle avec le fait que, eh bien, finalement, 74% des Français considèrent que le corps politique est plutôt corrompu. Voilà. Quand on leur demande quel est l'état de la probité du personnel politique, 74% disent qu'il est plutôt corrompu. Ben, si j'avais, moi, un enseignement à en tirer, c'est que depuis des années, vous savez, d'élection présidentielle en élection présidentielle, de législative en législative, il y a quelques partis qui parlent de cette question de la corruption, mais à la marge, par la bande. Il n'y en a aucun qui le met au cœur de son programme, aucun qui met la vertu républicaine au cœur de son projet. Ah, certes, ils s'engagent. Ils nous disent que si l'un d'entre eux est mis en examen, alors il démissionnera de l'exécutif dans lequel il est. Mais vérifiez dans les faits, vérifiez chez tous. Tout cela n'existe pas. La vertu républicaine, c'est-à-dire l'amour de ses lois et de sa patrie, comme disait Montesquieu, Robespierre le disait dans l'autre sens, l'amour de la patrie et de ses lois, eh bien, la vertu républicaine devrait être l'un des points cardinaux pour se réarmer et pour redécider collectivement ce que nous voulons, ce que nous sommes. Mais c'est aussi de notre responsabilité. C'est aussi nous autres citoyens qui devons le replacer parmi les premiers rangs de ce que nous voulons au moment des élections, des attentes qui sont les nôtres, parce que c'est la question de notre souveraineté individuelle et collective qui est en jeu. Merci beaucoup François Coq pour cette observation de mettre les mots sur ce mal français. On voit bien que finalement ce n'est pas un mal européen, c'est un mal français. Et on continuera à vous inviter, vous, Guilain Benessa et d'autres observateurs politiques pour essayer de faire renaître cette alternance politique et redonner aux Français cette confiance qu'ils doivent avoir et qu'ils méritent dans la vie politique. Merci beaucoup François Coq, je rappelle, analyste politique, ex-directeur de campagne d'Arnaud Montebourg et auteur notamment de La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet.